Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Charlevoix ayant été durement touché par les inondations au cours des derniers jours, nous vous présentons une édition spéciale du Bulletin de nouvelles. Au cours de cette émission, des entrevues sur le terrain avec le directeur de la sécurité publique du CIUS de la capitale nationale et la députée Kariane Bourassa, des informations importantes concernant le programme d'aide aux sinistrés du gouvernement provincial, ainsi qu'une entrevue avec la directrice principale à l'indemnisation chez Desjardins Assurances. Mais tout d'abord, retour sur les événements du 1er au 4 mai passé. C'est autour de 11h30 que le courant a été volontairement coupé le 1er mai dans tout le centre-ville de Baie-Saint-Paul. L'état d'urgence est alors déclaré. C'est suite à de puissantes averses dans les hauteurs combinées à la fonte des neiges que les bassins versants de la vallée du Gouffre sont sortis de leur lit à un niveau encore jamais vu dans l'histoire de Charlevoix. Rapidement, les mesures d'urgence ont été mises en place. Le pont de la route 138 près de la laiterie Charlevoix est fermé à la circulation. Les roulottes du camping Le Génévrier, situé tout près, sont emportées par les flots de la rivière des Mares et finissent littéralement broyées sous le pont. Le principal, c'est les gens. Et après ça, c'est les résidences, bien sûr, là, mais c'est important de mettre les gens en sécurité le plus rapidement possible dans ces événements-là. La municipalité de Baie-Saint-Paul étant traversée à plusieurs endroits par la rivière du Gouffre et ses affluents, chaque ponceau est devenu un passage à risque. En fin de journée, la ville se retrouve complètement isolée et scindée en plusieurs îles. La route 138 ainsi que la 362 sont fermées et le quartier Transim est complètement inaccessible. Ça travaille fort en ce moment, c'est pas encore terminé. Là. On a beaucoup de dommages au niveau de la ville. Les équipes sont sur le terrain, sont déployées, puis tout le monde est en action pour aider à l'évacuation qui a lieu en ce moment. La polyvalente Saint-Aubin ainsi que le camp Le Manoir des Éboulements sont alors transformés en centre d'accueil. On a une super belle collaboration avec la polyvalente. Le personnel en place est impliqué. Les procédures d'urgence, tout va bien. On a de la nourriture, on a des lits qui sont prévus, puis on se prépare pour passer la nuit. Le personnel de la Croix-Rouge n'est pas encore arrivé, mais va être déployé aujourd'hui. Donc, va nous amener du matériel, des rations supplémentaires aussi, parce qu'on n'a pas encore de détails sur la durée là, où on va avoir les gens qui n'auront pas accès encore à leur logis. Donc, nous, on est prêts à rester plusieurs jours s'il le faut. Là, on va avoir les vivres pour tout le monde.
Une bonne partie de la nuit se déroule au son de l'eau qui déferle encore dans les rues et des hélicoptères de recherche de la Garde côtière, des Forces armées canadiennes et de l'ASQ qui participent aux recherches des 2 pompiers volontaires de Saint-Urbain disparus plus tôt dans la journée. En ce mardi 2 mai, l'eau s'est retirée de certains secteurs et l'heure est au constat des dégâts. D'après les données disponibles, l'eau aurait atteint un niveau jamais égalé au courant des 100 dernières années. Secteur Leclerc et Saint-Joseph, les pompiers accompagnent les résidents de certaines demeures seulement pour évaluer les dégâts et récupérer quelques effets personnels. C'est sûr qu'on a du ménage, mais honnêtement, j'ai toute mon empathie. Puis il va falloir serrer les coudes dans le quartier parce qu'il y a des gens plus bas sur la rue qu'eux autres. C'est vraiment... Nous autres, la maison, en 1936, a été rénovée et ils ont reculé la maison et ils l'ont relevée. En fait, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés protégés, entre guillemets. On n'a pas eu d'eau au plancher, au rez-de-chaussée. Tout est dans la cave, là. C'est ma maison et puis ça, c'est ce qu'il en reste. Ah, franchement, c'est pire que ce que j'aurais pu imaginer. Puis c'est ça. Ouais, la digue a lâché, ouais, en fait. On voit qu'ils sont en train de ramasser ça. Jusqu'à la fenêtre, ça rentrait par le sous-sol? Oui, à peu près jusqu'à là. Donc là, c'est un demi-sous-sol. Et puis à peu près, je te dirais, 5-6 pieds. 5-6 pieds à l'intérieur. Ouais, facile. On va voir par où on commence. Là, c'était à évacuer ceux qui étaient là. Déjà, c'est la première étape. Puis aller chercher de l'aide là où on peut là, voir qui est-ce qu'il faut contacter. J'ai appelé les amis là qui s'y connaissent un peu. Demain matin, on va faire un plan de match et puis on va s'organiser. Première chose, c'est vider au complet, puis après ça, désinfecter, faire sécher. Ça risque de prendre un bout de temps avant de recommencer à bâtir. Ça a été vite. Ça a été une question de temps, à peu près une demi-heure, là, puis il n'y avait plus rien à faire, il fallait quitter les lieux. Il y a bien du monde, là, que, pour moi, là, ils vont en arracher. Puis c'est tout du monde de Saint-Pénard, quasiment dans le coin. Les services de sécurité publique poursuivent leurs efforts pour permettre l'accès aux maisons ravagées afin d'entamer les travaux le plus rapidement possible. Il y a des travaux qui ont continué cette nuit. Puis là, aujourd'hui, l'eau s'est retirée progressivement des rues. Fait que là, c'est accompagner les gens dans leur résidence, s'assurer que la structure du bâtiment n'est pas dangereuse, voir s'ils peuvent réintégrer. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont encore complètement fermés, là, sur Saint-Joseph, la rue des Cèdres. Tout ça, il y a des terrains qui ont vraiment été creusés, encore remplis d'eau. Quand c'est pas possible de réintégrer tout de suite, là, ils peuvent ramasser des effets personnels. Après ça, ils s'inscrivent sur une liste. La Ville met à disposition là, des pompes pour vider les sous-sols. Hydro-Québec passe pour vérifier tous les compteurs, les panneaux, l'électricité pour pouvoir rebrancher. Mais c'est vraiment là, au cas par cas. Ils doivent passer chaque résidence pour s'assurer que c'est prêt à redécoller. C'est normal que ces gens, c'est humain. Si les gens veulent retourner à la maison, voir leur maison, s'ils ont perdu des effets ou autre. Très rapidement, M. le maire est bien au fait, on est tous au fait. Il faut sécuriser le réseau, il faut se donner le temps. On va prendre soin de vous, puis on va prendre soin de vos maisons pour vous indemniser s'il y a eu des pertes.
Martin Ouellet, TVCO, est-ce qu'on sait combien d'évacués en ce moment et combien ont pu reprendre possession de leur domicile? Est-ce qu'on a des chiffres à jour là-dessus? J'ai pas l'information actuelle. Monsieur le maire, peut-être? On avait près de 600 personnes qui ont été évacuées là, dans les dernières heures. Actuellement, il y a certaines personnes qui retournent. Là, on n'a pas le chiffre là, au moment où on se parle. Est-ce que le quartier Transim est encore enclavé? Présentement, le quartier Transim, qui est le plus gros quartier de Baie-Saint-Paul, où on compte là, plusieurs résidences, il y a une des voies d'accès qui est impraticable. On parle encore de quelques jours avant de la réparer, mais il y a la seconde voie d'accès qui a été réparée au cours de la nuit là, par les équipes de la ville de Baie-Saint-Paul. Le pont Leclerc est finalement ouvert aux véhicules légers en milieu d'après-midi, ce qui permet enfin à certains de regagner leur domicile. Des citoyens nous racontent leur vécu. La vitesse à laquelle l'eau a pris d'assaut le quartier en a surpris plus d'un. Le pire, c'est que j'étais quand même là puis je conseillais aux gens de se préparer, d'évacuer parce que ça s'en venait. Mais on s'est comme ramassé, coincé. Fait qu'à un moment donné, Comment ça, coincé? Peux-tu me raconter? C'est que l'eau, il y avait l'eau, la rue était devenue une rivière. Là. Puis après ça, c'est qu'à un moment donné, l'eau s'est mise à arriver par derrière. Comment ça? Fait que quand ça a passé par-dessus le muret, OK, de l'autre côté, de la rue Ménard. la rue Ménard, là, ça s'est mis à rentrer par derrière. Fait qu'on s'est retrouvés vraiment isolés là, dans... C'est ça, dans la maison. Sortir. En fait, c'était plus sécuritaire de sortir. Donc, là, on a été un peu... on était craqués. Fait qu'on s'était dit, on va rester dans la maison, on va tenir le fort. Mais finalement, je veux dire, on pouvait pas. C'était pas sécuritaire là, de le faire. Fait qu'on a été évacués, c'est ça, par les bateaux vers 19h30 à peu près. Moi, à 12h30, quand j'arrivais chez moi, ça montait par la toilette. Fait que là, moi, ben, à un moment donné, moi et mon gendre, on s'est mis parce que l'eau arrêtait pas. Fait que là, à la main, on avait des serviettes. Puis là, à un moment donné, les serviettes ne fournissaient plus. Fait que là, on était à mop, à mop, à mop. Puis on ne voyait pas dehors. Fait qu'à 3h30, j'ai dit, je suis plus capable, je n'en peux plus. Puis là, ben moi, j'ai été sur le boulevard Leclerc, puis là, j'ai fait, oh fuck. Là, j'ai arrivé ici, on a juste eu le temps d'embarquer le chat, le chien, les valises. Moi, j'ai dit à Mathieu, tu me ramasses ma tour. Une tour, c'est pour mon ordinateur. Puis on a mis ça en dessous de notre bras, puis on est parti. Moi, là, quand j'ai rentré dans la van à Eric, là c'était une 17 passagers. Là. Quand j'ai ouvert la porte, l'eau embarquait. Et là, dans votre bureau, ça a monté jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à là. Regardez, ça, c'est tout fini. Là. Mercredi 3 mai. Déjà sur les réseaux sociaux, les épargnés cherchent à offrir leur aide. De l'hébergement, du lavage, des repas chauds, des outils et même des services administratifs sont offerts. La ville, dans le fond, ce matin, qui m'a appelé, je pense qu'il y avait besoin d'un coup de main. Fait que tout de suite, mon équipe s'est mobilisée. C'est de la nourriture qui arrive, là, c'est pas nous qui l'avons. On a juste fait réchauffer la soupe qui arrive du casino, la microbrasserie apporte, là. Fait qu'on fait juste seulement là, aider pour distribuer à tous les sinistrés et les intervenants là, qui sont dans le quartier. Ils passent le message s'ils veulent qu'ils viennent ici. Parfait. On a de la bonne soupe aux gourganes, il y a de la poutine, je sais qu'il y a de la lasagne qui s'en vient, on a gâteau carotte, puis la micro a même apporté de la bière. Là, les gens n'osent pas en prendre, mais je leur dis que vous la prendrez à la fin de la journée au moins. L'équipe du Festif de Baie-Saint-Paul décide donc de mettre à profit son expertise organisationnelle pour mettre en place une mobilisation citoyenne encadrée par la Ville. Au lieu d'organiser un festival, on organise une grosse corvée de nettoyage, de mobilisation. Fait que on a vraiment pris les bureaux du festif comme quartier général. On a fait un groupe Facebook, puis on poste nos besoins. Donc, on a des chiffres 8h à midi, midi à 4h, 4h à 8h. Là, le chiffre de midi à 4h, on a à peu près 75 bénévoles, la même chose ce soir. On fait du porte-à-porte, donc on voit chaque personne, on leur demande leurs besoins. Par exemple, j'ai besoin de sortir des meubles, là, on évalue que ça prend 8 personnes, donc ça, l'info revient au bureau. Donc quand les bénévoles viennent, on leur attribue des, mettons exemple, 28 rue Saint-Joseph, 8 personnes, puis on envoie 8 personnes. À travers le brouhaha de la machine qui s'active, le premier ministre François Legault vient à la rencontre des sinistrés sur la rue Ménard et s'entretient avec Bruno Labbé, propriétaire du camping Le Génévrier, qui est pour l'heure considéré comme une perte totale. Bien, écoutez, merci.
bonne chance, courage, puis on va essayer de voir avec vous ce qu'on est capable de faire parce que, ouais, puis pas juste ça, pour le touriste, là, on a besoin de vous. Ouais, courage, courage. Je vous dis ça, là, n'hésitez pas si vous sentez que c'est dur psychologiquement à aller chez de l'aide. On s'est assuré avec le 6, là, parce que des fois, on se sent bien fort, mais ça affecte. L'après-midi de cette journée sera marqué par la découverte des 2 corps des pompiers recherchés depuis 2 jours. La communauté est en deuil, les drapeaux sont mis en berne. Disons que c'est bien sage et tranquille et les gens, je pense, ont commencé à faire leur deuil de nos 2 citoyens qui sont décédés. Et on sent beaucoup de tristesse. J'ai rencontré des citoyens qui sont des sinistrés ce matin. Au niveau du sinistre, on avait une 30 personnes qui ont été évacuées. On a à peu près 3 ou 4 maisons qui, là, n'ont pas encore retrouvé leur propriétaire. Et il y a des évaluations qui ont été faites par le ministère de la Sécurité publique, par le MTQ, pour évaluer, avec les géologues aussi, et des hydrogéologues pour évaluer l'état du sol, pour permettre le retour des propriétaires. Ah oui, complètement ouvert, défoncé. Ah. Là, on est dans la paperasse à savoir comment est-ce que le gouvernement s'enclenche pour nous autres. Là. Comment est-ce qu'ils vont nous aider, puis comment est-ce qu'ils vont... Fait que de mon côté, c'est sûr que moi, je nettoie pas pour rien. Je sais que c'est trop gros pour un gars de seul là, pour faire tout ça. Là. Il y avait un module de jeu ici de ma fille, un gros module Costco. Oh boy, oui, c'est ça là? Oui, c'est ça, un jour il était là. Et ça commençait, il était où l'arbre à peu près. Là, j'ai oups, OK, il commence à avoir de l'eau, fait que je vais aller monter des affaires dans le cave, on va ramasser un peu dans le garage. Et en 20 minutes, l'eau était rendue au garage, ça commençait à rentrer dans la porte. 20 minutes. Fait que ça avait quand même monté. Dans le garage, on voulait à hauteur 4 pieds d'eau dans le garage. C'était irréel. Mais c'est ça, c'est irréel. Ah, c'était pour commencer le mois de mai, oui. Vous avez commencé à me bouter. Comment vous faites pour être souriant de même, vous? Hein? Vous êtes d'une attitude resplendissante, lumineuse. Ça fait 30 ans que j'ai ce site. C'est un paradis pour moi, j'aime ça, puis tout. Puis ouais, vous étiez prêt? La première journée, j'aimais mieux pour me présenter. Non. Là, ben, on commence à me replacer un peu. C'est la résilience qui embarque. Souvent, on ne peut pas changer. Il faut bien accepter qu'on ne peut pas changer. C'est à 16 heures seulement que les résidents de la dernière portion de la rue Saint-Joseph peuvent enfin se rendre à leur domicile, accompagnés par des pompiers. Un point de presse est tenu à Baie-Saint-Paul et un premier bilan est présenté. Au niveau des routes locales à Baie-Saint-Paul, la plupart des tronçons routiers sont réouverts. On a effectué des réparations. Il reste quelques petits secteurs là, qui ne sont pas encore réparés. Nous pouvons, suite à l'inspection des ingénieurs, nous pouvons confirmer l'ouverture du pont sur la 138 au-dessus de la rivière du Gouffre à Saint-Urbain, là, donnant accès ainsi là, à ceux qui restent à l'est de la rivière des Mares et de Saint-Urbain. Du côté du gouvernement fédéral, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, accompagné de la députée Caroline Desbiens de l'Île aux Coudres, se rendent au camping Le Génévrier. OK, on avait un pont. On avait un pont. Il n'y a plus de pont. Il a disparu. Le pont il est rendu à l'Île aux Coudres. Oui, en avant de chez nous. Mais ces gens-là ont besoin d'aide. Est-ce que c'est des mesures fiscales? Ça peut venir autant d'Ottawa que ça peut venir de Québec. Donc, il y a un ensemble d'idées. Moi, j'ai déjà dressé une liste. Le communiqué va sortir dans les prochaines heures. Il faut qu'on réfléchisse à ça. On n'a pas encore chiffré l'ampleur des dommages, mais on est capable de mentionner que ça va être plusieurs millions. Donc, c'est clair que le gouvernement canadien devrait être au rendez-vous. Oui, on s'insère initialement dans les programmes provinciaux, mais avec l'ampleur qu'on a, le gouvernement canadien devra faire sa part. Surtout qu'on parle il va y avoir de la réfection des berges, tout ça, qui arrive également au niveau du fleuve, tout ça. Fait que oui, le fédéral devrait être au rendez-vous. La journée se termine à l'Aréna Luc et Marie-Claude, où les citoyens sont convoqués pour une séance d'information concernant l'aide gouvernementale offerte. Dernier bilan en ce jour 4,
1065 logements ou habitations et 134 commerces sont touchés de près ou de loin par les inondations. Du lot, 426 logements et 67 commerces ne peuvent toujours pas être réintégrés. Encore une fois, la solidarité et le sourire inébranlable des Charlevoisiens aura fait ses preuves. Une grande beauté qui transcende la tragédie dont nous nous relèverons ensemble. Plusieurs intervenants psychosociaux ont été déployés dans la région. Le directeur de la sécurité publique du CIUS de la capitale nationale, M. Richard Thibouteau, nous explique l'importance de leur mandat. La sécurité publique offre un support psychosocial aux sinistrés. De quoi on parle quand on parle d'un support psychosocial? Dans le fond, on a des professionnels qui sont sur le terrain, des travailleurs sociaux, entre autres, pour venir prêter main forte aux gens qui vivent des sinistres comme ceux-là. Donc, ils se promènent sur le terrain. Ils vont voir dans les zones, justement, inondées actuellement à Baie-Saint-Paul, comment ça se passe, posent des questions aussi, valident avec les gens comment ils vont, évidemment. Alors, de façon concrète, là, les gens sont sur le terrain, mais aussi, entre autres, dans des centres communautaires pour recevoir les personnes à un point précis, là, soit à Saint-Urbain ou à Baie-Saint-Paul. Est-ce que l'expérience que vous avez vécue ailleurs au Québec vous permet de dresser un profil puis surtout un comportement type d'un sinistré là, au fil des jours? Oui, bien, habituellement, il y a 3 phases qu'on appelle. Une première phase, premier 72 heures, on est sur l'adrénaline. La situation vient de se vivre. On est vraiment à essayer de se ramasser, de quitter rapidement. Donc, on vit toutes sortes d'émotions à travers la situation. Alors, évidemment, il y a ce sentiment d'adrénaline, puis on va se sauver, on va sauver les meubles. Et par la suite, après le 72 heures, donc, on est plus dans une phase de désillusion ou de colère, de tristesse aussi. On réalise toute l'ampleur des travaux qu'on a à réaliser, les démarches à faire aussi quand on perd une maison, bon, ainsi de suite. Alors, donc ça, c'est après le 72 heures. Et évidemment, donc, au niveau de la troisième phase, on est plus en mode après environ une semaine. Est-ce qu'on mange encore correctement? Est-ce qu'on a donc la perte d'appétit? Est-ce qu'au niveau du sommeil, c'est toujours bon? Ce n'est pas bon. Donc, il faut être très prudent. Ces signes-là, ces symptômes-là. Dans le premier 72 heures sur l'adrénaline, c'est normal qu'on soit toujours éveillé ou pratiquement toujours éveillé pour justement sauver des meubles, comme on dit. Mais il faut être prudent après 72 heures, là, justement, au niveau des symptômes et s'assurer de parler à des personnes de confiance ou à des gens à qui on peut se confier après ce 72 heures-là pour être capable de faire sortir, dans le fond, tout le volet des émotions. Et évidemment, les gens du CIUS de la capitale nationale, au niveau du psychosocial, sont sur le terrain avec ces vestes-là pour le volet de la sécurité civile pour répondre aux gens. Mais quel genre de support vos agents qui interviennent là, sur le terrain, quel genre de support peuvent-ils apporter à la population qui vit de la détresse psychologique? Là, vous venez de le mentionner. Oui. C'est un support qui se fait de façon individuelle. Ça peut se faire aussi de groupe pour faire justement sortir les émotions. Donc, on est soit en mode individuel ou de groupe, ou bien on va référer vers les bons services au niveau, on dit psychosocial, au niveau de psychologues, donc pour venir soutenir, dans le fond, tout l'élément de détresse, de colère, puis le sentiment aussi de désillusion que je mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment là, au niveau des émotions, de ce que les gens vivent, des difficultés qu'ils peuvent vivre aussi, collatéraux aussi, auprès des enfants, donc des familles. On est dans un milieu de plus de proximité à Baie-Saint-Paul, les gens se connaissent beaucoup. Et évidemment que ce soit un voisin, un ami, ainsi de suite. Donc, il faut rester alerte du côté de nos professionnels à cet effet-là pour bien supporter l'ensemble des gens. Vous avez combien de professionnels qui sont sur le terrain présentement et vous serez dans la région jusqu'à quand? Premièrement, on est actuellement dans le coin de Saint-Urbain avec au moins 4 intervenants. Ici, on en a entre 6 à 10 à Baie-Saint-Paul. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va toujours s'ajuster en fonction des besoins. On pourra augmenter nos effectifs, les diminuer aussi, repositionner nos effectifs aux bons endroits. Et on va être là le temps qu'il faut, dans le fond, auprès des populations. Alors, actuellement, on est là depuis le début. On s'ajuste parce qu'on est actuellement dans une phase plus de rétablissement qu'on appelle. On était en mode intervention, maintenant plus rétablissement. Et évidemment, donc, comme ce soir, entre autres, il va y avoir une séance là, pour justement les sinistrés là, à Baie-Saint-Paul. On va être là
et on va être là jusqu'au moment où il n'y aura plus de besoin. Donc, je ne peux pas vous dire jusqu'à quand. L'idée, c'est qu'on va s'ajuster aux populations. Alors, il y a également un volet de santé publique dans votre intervention. Oui, tout à fait. Il est important de mentionner qu'au niveau de la santé publique, les gens doivent se protéger actuellement là, parce qu'ils sont en mode rétablissement. Donc, ils vont faire beaucoup de travaux pour justement enlever les choses qui sont pourries ou l'eau qui s'est accumulée dans les sous-sols, et ainsi de suite. Alors, pour prévenir au niveau des bactéries, des virus, c'est important de porter le N95, un masque. Le masque est disponible aux populations actuellement. Ils sont distribués par les premiers répondants, donc police, ambulanciers, pompiers et nos intervenants psychosociaux qui ont les vestes. Alors ça, c'est disponible à la population. On distribue le matériel et on demande aux gens aussi de pouvoir se prémunir de lunettes protectrices et de gants en caoutchouc idéalement. Donc nous, on va fournir les masques pour le volet de la santé, mais pour les travaux, ça va être important pour éviter justement des contacts avec des virus qui pourraient être dans l'eau et des bactéries. On prend pour acquis donc que la marée de boue qui ensevelit les maisons, on parle de substances qui sont contaminées. Oui, ça pourrait, effectivement. Merci beaucoup. Merci. La députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, était présente tout au long de la semaine pour offrir son support aux opérations. Martin Ouellette l'a rencontrée. Karianne Bourassa, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un peu de l'objectif de la réunion de ce soir. La réunion, c'est vraiment de donner l'information la plus claire, la plus simple à tous ceux et celles qui ont été affectés par les inondations. Donc, en ce qui a trait au programme, c'est vraiment le ministère de la Sécurité publique qui va pouvoir bien expliquer dans quelle situation s'adresse à quel citoyen. Parce qu'il y a des gens qui sont propriétaires, il y a des gens qui étaient locataires, qui ont perdu des choses, il y a des entreprises également. Alors, on va pouvoir séparer justement tous ces compartiments. Il y a des gens qui ont tout perdu, d'autres qui ont eu de l'eau dans le sous-sol. Alors, il faut démêler tout ça, savoir qui a le droit à quelle aide. Et est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quelle aide va être disponible? Je vais laisser le ministère de la Sécurité publique faire toutes les annonces. Par la suite, effectivement, il y a les employés en circonscription, donc mes employés dans mes bureaux, qui vont recevoir des formations pointues pour pouvoir bien répondre aux questions des citoyens. Alors, on est en train d'organiser tout ça. Ils vont être formés sur tous les programmes en lien avec les inondations et les compensations. On dit que le maire de Baie-Saint-Paul a eu son baptême du feu, mais ça a été le vôtre aussi. Parlez-nous de votre semaine un peu. Ça a été, bien, le mot qui revient souvent, je crois, c'est irréel. Pourtant, en tant que journaliste, j'ai vu souvent des inondations, j'en ai couvert, mais quand ça arrive à ton monde, à toi, quand ça arrive aux gens que tu connais, quand ça arrive à toi, à tes amis, à tes parents, c'est tellement différent. Puis, je dois saluer le calme et le professionnalisme des élus de la municipalité de Baie-Saint-Paul. Michael, il a géré ça avec une main de fer et c'est pas terminé. Là, il y a eu le choc des inondations. Ensuite de ça, le choc émotif de constater les dégâts. Mais après, va s'en venir les évaluations, la reconstruction, la possible délocalisation. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, puis il va falloir être fort, là, autant les élus que tous les citoyens. Comment vous avez exercé votre rôle de député cette semaine? Ou plus bêtement encore, vous avez servi à quoi cette semaine, Karianne Bourassa? Bien, à plein de choses. Écoutez, j'ai mis plusieurs chapeaux. Moi, je me suis envenue aussitôt que j'ai su que l'état d'urgence était déclenché. Les premières heures, ça a surtout été celui de répartiteur. En fait, quand on avait besoin, par exemple, de quelqu'un du MTQ autour de la table pour savoir, OK, les ponts, il faut les inspecter, la 138, qu'est-ce qui arrive? Donc, moi, j'ai appelé le MTQ, j'ai dit, il me faut quelqu'un autour de la table. Hydro-Québec, par exemple, lorsqu'on perdait l'électricité, il me faut quelqu'un d'Hydro-Québec. Alors, j'ai appelé les cabinets, on m'envoyait des gens. Les génératrices, au départ, on croyait qu'on avait besoin de génératrices. Je faisais des appels pour en trouver. Donc, autant ce qui était logistique, j'ai assisté aussi à tous les points que faisait la Ville pratiquement à toutes les heures. Donc, j'avais les chiffres en temps réel. Mon travail était aussi de faire des entrevues pour donner la bonne information aux gens. Puis par la suite, je me suis rendue moi-même dans les centres pour parler avec les citoyens, demander comment ils allaient, de quoi ils avaient besoin, pour faire le lien aussi entre la Croix-Rouge et les sinistrés. La Croix-Rouge m'a appelé pour me dire, as-tu ciblé des gens qui sont dans le besoin? As-tu des gens vulnérables qu'on doit absolument aller voir? Alors, mon rôle est celui d'aide à la population. Vraiment, c'est plusieurs rôles. Et de quoi seront faits les prochaines semaines, selon vous?
Ah ben là, c'est sûr que, encore une fois, il y a une grande corvée de nettoyage qui va être nécessaire. Toutes les questions d'aide financière, assurément, comme je l'ai mentionné, on a eu des formations, on va pouvoir bien répondre aux questions des citoyens. Il y a toute la question du tourisme. Je viens tout juste de parler avec Caroline Proulx, ministre du Tourisme, qui elle aussi est affectée par les inondations dans sa région, mais qui a dit qu'il devrait venir dans les prochaines semaines pour s'assurer que la saison touristique n'est pas en péril. Et d'ailleurs, elle ne l'est pas. On parlait avec les gens du festif, même si le Genévrier ne peut pas nécessairement accueillir pour l'instant ou honorer toutes les réservations, on va trouver d'autres choses. Baie-Saint-Paul, le festif, cet été, ça va être actif à Baie-Saint-Paul. Il ne faut pas que les gens annulent leurs réservations. Au contraire, on a besoin que les gens viennent, on a besoin que la vie continue malgré tout. Karianne Bourassa, merci beaucoup. Merci. Si vous ne pouviez être présent lors de la soirée d'information du 4 mai concernant l'aide aux sinistrés, sachez que la Ville de Baie-Saint-Paul a ajouté une section sur son site Web à cet effet. Rendez-vous donc sur le site de la Ville de Baie-Saint-Paul au www.baie-saint-paul.com. Sous l'onglet « Citoyens », vous retrouverez maintenant la section « Informations aux sinistrés ». On vous indique d'ailleurs de vous y rendre régulièrement car les informations sont mises à jour au fur et à mesure que les mesures mises en place se précisent. Vous y retrouverez les liens vers les sites gouvernementaux pour vous inscrire à l'aide financière ainsi que les plus récentes publications. Pour vous inscrire au programme d'indemnisation, suivez le lien. Cliquez sur l'encadré qui correspond à votre situation et une fois l'information lue, cliquez sur le bouton « Faire une demande en ligne ». Vous devrez par la suite vous créer un compte si vous n'en avez pas déjà un avant de compléter les formulaires. On vous invite aussi à consulter le guide 2023 en cas d'inondation qui explique toute la marche à suivre, que ce soit au niveau des indemnisations, de la salubrité, de la sécurité, du nettoyage et de la reconstruction, sans oublier les véhicules. Finalement, si vous avez besoin d'assistance pour compléter les démarches, un kiosque d'aide aux réclamations est installé à Baie-Saint-Paul tous les jours de 9h à 21h. Les sinistrés peuvent prendre rendez-vous dès maintenant en composant le 418-643-2433 ou le 1-888-643-2433. Bien que chaque cas soit particulier, les assurances habitation suivent certaines lignes directrices qui s'appliquent à tous les fournisseurs. Marie-Ève Vézina, directrice principale à l'indemnisation chez Desjardins Assurances, a répondu à nos questions. Madame Vézina, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, de prendre ce temps-là pour nous expliquer les grandes lignes là, au niveau des assurances pour les sinistrés à Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, Charlevoix, là, en général, qui sont touchés par les inondations. On va se placer un peu dans le contexte. Là, au moment où on se parle aujourd'hui, on est jeudi le 4 mai, donc on est au jour 4 depuis les premières inondations de lundi. Les gens ont pu... Les dernières personnes, je crois, sont rentrées dans leur maison hier soir. Ils viennent de constater les dégâts. Il y en a certains seulement qui vont le faire ce matin. Donc, c'est dire que certaines maisons ont passé là, 3 jours dans l'eau déjà. Commençons par le début. C'est quoi les démarches à suivre là, à partir du moment où on est sinistré? Bien, évidemment, à l'heure actuelle, la première des choses pour les gens, c'est de suivre les recommandations, les lignes directrices des autorités, autant de la sécurité publique que des policiers et des pompiers. Du moment où on retourne dans sa résidence, évidemment, il faut s'assurer qu'on est en sécurité. Je pense notamment à l'électricité qui ne fait pas bon ménage avec l'eau. Fait qu'il faut prendre toutes les précautions, ne pas se mettre en danger, ne pas mettre sa famille en danger de quelque façon que ce soit. Oui. Et ensuite, je dirais que quand ça c'est fait, on appelle son assureur. Là, c'est vraiment la démarche à faire par la suite, là, avant de décider quoi que ce soit, il faut vraiment parler à son assureur. Oui. Au niveau des couvertures des assurances, ce n'est pas tout le monde qui peut être couvert contre les inondations. C'est quoi les conditions pour pouvoir l'être, là? Dans les faits, là, la protection de base là, qui vient avec notre assurance habitation à tout le monde, c'est une assurance pour ce qui est situé à l'intérieur du bâtiment. Donc, ce qui va être couvert, ça va être la rupture d'un tuyau, la fuite d'un lave-vaisselle, vraiment ce qui se situe comme problème à l'intérieur des fondations. Par la suite, quand on parle de dégâts d'eau,
avec un apport d'eau de l'extérieur, bien là, c'est des protections additionnelles qu'il faut acheter et ça vient sous différents formats. On peut acheter une protection additionnelle pour les infiltrations par la toiture. On peut acheter une protection additionnelle par les infiltrations du solage ou pour les refoulements d'égouts. Et il y a depuis 2017 seulement, ça fait pas très longtemps, une protection additionnelle qui est disponible pour l'inondation. Fait qu'il faut vraiment avoir acheté cette protection-là, cela être procuré. Nous, de notre côté, il y a plus de 90% de nos clients qui ont cette protection inondation-là. J'ai fait des vérifications et dans le secteur visé, on a des clients qui ont la protection inondation. On en a même plusieurs. Donc, encore une fois, je reviens à mon premier conseil. Vous passez un coup de fil à votre assureur et vous discutez de ce que vous avez comme protection pour les dommages par l'eau. Est-ce qu'on a la protection refoulement? Est-ce qu'on a celle inondation? Et je me permets de vous ajouter que selon les informations que j'ai actuellement, il y a des résidences qui ont été inondées, mais il y en a aussi au pourtour de la zone inondée qui ont subi davantage ce que je crois être des refoulements d'égouts. Alors, encore une fois, la discussion avec l'assureur devient primordiale. Protection, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Ça va être clé pour les concitoyens de Baie-Saint-Paul. Et puis là, ce que vous me dites là, est-ce que ça s'applique uniquement aux gens qui sont clients de Desjardins ou c'est plutôt universel au niveau des différents types de couvertures? Là? Je me permets, pour ce qui est de savoir si les clients des autres assureurs ont bel et bien la protection inondation dans le secteur visé, ça, je ne peux pas vous le mentionner, mais il demeure que ça fonctionne de la même façon partout et que cette protection inondation-là vient par l'achat d'une protection additionnelle. Donc, je pense encore une fois que client chez Desjardins ou chez un autre assureur, on parle à son assureur. D'accord. Qu'est-ce qui distingue, on entend beaucoup parler de l'Act of God ces temps-ci, l'acte de Dieu, donc qui ne sont pas couverts par les assurances. Qu'est-ce qui distingue donc l'inondation de l'Act of God? Bien, en fait, il n'y a pas de distinction à y avoir. C'est un peu une croyance populaire autour de l'Act of God. Ce qui est couvert par un contrat d'assurance, que ce soit un phénomène météorologique violent ou pas, un Act of God ou pas, c'est ce qui est mentionné à la police. Alors, il n'y a pas besoin là, pour les gens de s'inquiéter, de se dire c'est un act of God, c'en est pas un. C'est encore une fois en raison ce qu'on couvre, c'est ce qui est vraiment mentionné à la police. Je donne un exemple. On a eu au mois de mai 2022 un phénomène de vent très, très violent. Puis, encore une fois, les gens parlaient d'un act of God. Bien, le vent, c'est couvert de base dans les contrats d'assurance. Alors, Act of God ou pas, c'était couvert. Donc là, à partir du moment qu'on vous a contacté, qu'est-ce qu'on doit vous fournir? Il faut prendre des photos, j'imagine. C'est quoi qui est pris en charge par l'assureur par la suite? En fait, dépendamment, puis on va vraiment, que ce soit dans le cas de Charlevoix ou pour tout autre cas là, de catastrophe naturelle, on va vraiment y aller au cas par cas. Il y a un expert en sinistre qui va être assigné à chaque dossier et dépendamment de l'ampleur de ce qui s'est passé chez le client, bien, on va convenir avec le client des étapes. Si c'est plus léger, effectivement, on va demander aux gens de prendre des photos. Si ça s'approche davantage de ce qu'on appelle, nous, une perte majeure, une perte d'importance, bien, on va même envoyer des estimateurs sur place là, pour mieux cibler les dommages et voir l'état de la résidence. D'accord. Donc, c'est l'assureur qui prend en charge d'envoyer ces professionnels-là, puis qui va finalement payer les factures directement là, avec eux, si j'ai bien compris. Bien, en fait, quand je parle d'estimateurs, là, on a vraiment une équipe à notre emploi dédié, des gens qui sont spécialisés pour cibler les dommages, être capables de les évaluer. Alors oui, effectivement, de notre côté à nous, chez Desjardins, c'est pris en charge par l'assureur. C'est du clé en main. Si les dommages sont plus légers, bien là, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, convenir avec l'assuré de la meilleure méthode et s'assurer aussi du confort de l'assuré dans les circonstances là, par rapport au processus. D'accord. Si on n'est pas assuré contre les inondations, est-ce que tout de même une certaine indemnisation ou des services qu'on peut aller chercher via notre assureur? Là, je pense qu'on a parlé de confort là, pour l'hébergement, le nettoyage.
Bien, première des choses, encore une fois, on appelle l'assureur parce que le ministère de la Sécurité publique pourrait demander une preuve pour les programmes gouvernementaux d'absence d'assurance privée. Alors, nous, de notre côté, encore une fois, même si le client ne détient pas la protection, là, on est familier avec ça, on va accompagner le client, on a des modèles de lettres, on est habitué là, de traiter avec le ministère de la Sécurité publique. Alors, on appelle l'assureur, on valide si on est assuré, même si on ne l'est pas, il y a des papiers qui vont être fournis qui risquent d'être fort utiles pour la suite des choses avec la sécurité publique. Cela étant dit, du côté de l'assurance, si on ne détient pas, par exemple, la protection inondation et qu'on a été inondé, bien malheureusement, non. Là, il n'y aura pas d'éléments de payable. Ça va vraiment aller du côté du programme gouvernemental là, offert par le gouvernement du Québec et la sécurité publique. D'accord. Il y a une bonne partie des maisons les plus touchées là, dans Charlevoix présentement qui sont des bâtiments centenaires. Certains sont même enregistrés au niveau du patrimoine. On sait que Desjardins, en tout cas pour ce qui est de Baie-Saint-Paul, est le seul assureur là, pour ces bâtiments-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de vous rencontrer. C'est quoi les particularités? Est-ce qu'il y a des particularités au niveau de la couverture quand on a des bâtiments centenaires? Je pense beaucoup à la reconstruction partielle ou totale. Là. Bien, il y a effectivement des particularités, il y a une distinction à faire. La première étant de se dire, est-ce qu'on est en face d'un bâtiment centenaire, d'un bâtiment plus âgé ou d'un bâtiment classé patrimonial? Alors, la distinction, évidemment, est très importante. Et dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est qu'on règle le bâtiment. Hein. Le but est de remettre l'assuré dans le même état qu'il ou elle était, les assurés qui disposent de la protection une seconde avant le sinistre, n'est-ce pas? Alors, on va vraiment porter attention à être capable de remettre les choses en état telles qu'elles étaient, tout en, je vous rassure, quand même, suivant les normes du Code du bâtiment actuel là, pour les portions de bâtiments qu'on va réparer, qu'on va reconstruire. Où ça devient plus délicat, c'est quand c'est classé patrimonial. Les gens le savent, là, c'est quand même assez connu. On a vraiment certaines règles à respecter et on les respecte. Hein. Il y a des éléments architecturaux qui doivent être rebâtis de la même façon. De façon plus ancestrale, plus... Tout à fait. Et là où ça peut, je dirais pas poser problème, ce qui va arriver, ça va être des délais parce que souvent, il y a quelques artisans seulement au Québec, par exemple, qui vont pouvoir refaire une porte d'une telle façon ou des fenêtres d'une telle façon. Mais encore une fois, on s'ajuste, on explique à l'assuré, on les accompagne, puis on suit bien évidemment toutes les règles dans le règlement du sinistre qui entoure les bâtiments patrimoniaux. Oui. C'est quoi le critère pour une perte totale? On commence à entendre parler que certaines maisons pourraient être complètement perdues. Qu'est-ce qui détermine ça? Bien, en fait, on va parler pour nous d'une perte majeure en haut de 150 000 $ de dommages à un bâtiment et au contenu du bâtiment. Et ce qu'on va faire à partir de ce moment-là pour voir si effectivement c'est une perte importante, mais qu'il y a des portions de bâtiment qui peuvent être sauvées ou non, c'est que nous, on a vraiment un processus particulier. On dédie une équipe. On a des experts en sinistre qui sont nos plus expérimentés, des estimateurs, une équipe d'estimateurs dédiée à ces pertes majeures-là. Et on va faire rencontre sur place. On va fort probablement mandater aussi des spécialistes, des ingénieurs pour regarder ça avec nous. L'idée étant de prendre la meilleure décision pour nos membres et clients, pour nos assurés. Évidemment, les gens ont souvent un attachement émotif à leur maison. Hein. Ils souhaitent la réparer. En même temps, on ne veut pas mettre la sécurité des gens en jeu. Donc, on va prendre la décision vraiment dans un cas comme celui-ci, au cas par cas, résidence par résidence, et celles qui sont les plus touchées, bien, on va les inspecter de fond en comble avec les professionnels requis pour prendre les meilleures décisions. Mais merci beaucoup, Marie-Ève Vizina, d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions aujourd'hui. Puis on va souhaiter à tous la meilleure des chances pour la suite. Exactement. Merci.
Pour conclure cette émission spéciale des actualités, l'équipe de TVCO souhaite rendre hommage aux 2 pompiers décédés de Saint-Urbain, Christopher Lavoie et Régis Lavoie. Merci d'avoir été des nôtres, bon courage et à la prochaine.